Retrouvez Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous sommes cette semaine encore à une quinzaine de kilomètres d'Épinal et de Remiremont pour poursuivre notre découverte de Xertigny. Après avoir rencontré Isabelle Tournier à la légumerie et la famille Moine pour parler du vin de rhubarbe, je vous propose qu'on découvre cette semaine l'entreprise Un air de gaufre qui, comme son nom l'indique, propose des gaufres. On en parle avec son fondateur David Vanham. Puis nous parlerons sport automobile avec Michael Bourdeau qui dirige une école de pilotage. Mais pour débuter, nous sommes toujours avec vous, Véronique Marco. Alors nous sommes cette fois-ci sur le site des Woodies, une zone de tourisme, une zone touristique en tout cas que vous souhaitez dynamique et attrayante. Tout à fait, c'est une zone qui n'est pas si vieille que ça finalement, donc qu'on a mis en œuvre, qu'on a fait se développer dans les années 2010, sachant que dès 2001 quand je suis arrivée il y avait ce projet de plan d'eau, mais qu'il y a eu des problèmes structurels et donc il a fallu réparer, donc pour lequel après il fallait inventer l'usage de ce plan d'eau qui avait été imaginé par mon prédécesseur, qui est exclusivement destiné à la pêche et autres activités, mais pas de baignade. Sur Xertigny, en fait, nous avons été très industrialisés à un certain moment, mais il nous a fallu travailler à la reconversion de la collectivité sur toutes ces années passées, et donc notamment le tourisme qui était finalement avec un atout touristique ou patrimonial, le château des Brasseurs, mais pas de structure d'accueil, voilà, tout à construire finalement. Nous avons profité avec Philippe Aymar à l'époque, qui était président de la C2VRM, donc la communauté de communes dans laquelle nous étions, de nous appuyer sur un projet économique dans le cadre d'un pôle d'excellence rurale et de développement de la filière du bois feuillu, le hêtre, qui était plutôt mal en point à cette époque-là, et faire de ce site un site à double vocation, c'est-à-dire être une vitrine technologique, donc par cette implantation de gîtes avec des systèmes constructifs différents, et une autre vocation, celle d'hébergement. Et on a aussi des équipements sportifs sur la commune de Xertigny. On mise beaucoup, bien sûr, sur le tourisme, mais il faut aussi les occuper et occuper aussi notre population. C'est qu'ici, on a à la fois hébergement, base de loisirs, base sportive, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un ensemble de choses qui est regroupé dans un endroit spécifique, et également sur la commune. On a beaucoup d'équipements sportifs, mais ici, on a voulu aussi lui donner aussi une dimension vélo, puisqu'on a la maison du vélo, on a beaucoup de jeunes qui viennent sur ce site-là. Et puis, on a construit ce qu'on appelle une pomme track. C'est un endroit où tout vélo, trottinette, etc., en tout cas véhicule sans moteur, on veut dire, doit s'élancer et sur la force des bras ne doit plus pédaler, doit faire le tour. Donc c'est vraiment très très apprécié. Alors dans cette zone, il y a également derrière vous un EHPAD, l'ancien EHPAD, qui va être en partie détruit, en partie réhabilité, puisque les résidents ont déménagé dans le tout nouvel EHPAD de Xertigny. Tout à fait. L'EHPAD de Saint-André, qui est derrière nous, n'avait plus la capacité à être réaménagé. Donc il a été décidé d'en construire un nouveau, donc il se trouve à l'entrée de la ville du côté d'Épinal. Et ce bâtiment-là, clairement, je ne souhaitais pas l'avoir là sans autre aménagement, parce que ça a amené quand même une image un peu négative, alors qu'on fait tout pour le rendre positif. C'était totalement l'inverse. Et en plus, le constat chez nous, c'est qu'on manquait d'hébergement collectif. Il y a 3 bâtiments, dont un qui sera démoli, qui est le plus dégradé en fait. C'est parmi les plus gros projets sur les 2-3 années à venir. Parmi les autres projets évidemment, donc c'est la requalification du centre-ville, parce que les gens, c'est vrai que quand vous arrivez d'Épinal, que vous traversez, c'est un peu tristounet, il y a besoin de ramener de la dynamique, il y a besoin aussi de permettre aux mobilités douces, et aujourd'hui avec les vélos électriques, aujourd'hui c'est quand même très fréquent, la fréquentation est beaucoup plus importante de vélos. On travaille aussi sur la notion de tiers-lieu, ça veut tout et rien dire, c'est un terme un peu galvaudé. Par contre, c'est un endroit où on n'est pas à la maison, on n'est pas au travail, mais on a besoin de se rencontrer. On a par exemple le pôle Lactalis dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est déjà un pôle alimentaire, un tiers-lieu alimentaire, puisqu'on a un ensemble de structures travailler dans l'économie sociale et solidaire. Enfin voilà, il y a beaucoup de problématiques qui sont encore à développer sur notre commune. En tout cas, répondre au mieux aux habitants de nos administrés, c'est vraiment ça qu'on recherche, et que chacun trouve sa place sur cette collectivité et du plaisir à y vivre. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Véronique pour votre accueil. Nous continuons notre découverte de Xertigny. Nous allons dans les anciennes Lucie Lactalis une deuxième fois rencontrer David Vanham.
Après 8 ans comme commercial à parcourir les routes, David Vanham se réoriente en créant sa propre entreprise. Il débute avec Oufti Kitchen, un food truck aux accents belges pour se concentrer finalement que sur les gaufres, belges bien sûr. Alors pourquoi a-t-il choisi la gaufre de Liège et pas celle de Bruxelles? On va le découvrir. David, merci de nous accueillir. Nous sommes dans l'atelier de préparation de ces gaufres. Alors, on va revenir sur votre histoire, sur votre parcours, mais avant, on va mettre un terme au suspense tout de suite. La gaufre de Liège est donc meilleure que celle de Bruxelles. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pour habitude de dire que la gaufre de Liège est la meilleure gaufre du monde. D'accord. Bon, certains clients me croient, d'autres pas, mais bon, voilà. On va revenir sur votre parcours. Donc, Un air de gaufre, c'est une marque de Oufti Kitchen, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu oui. comment Donc, ça se passe. en fait, Oufti Kitchen, c'est le nom de l'entreprise, donc la raison sociale, donc, qui est née en 2016 quand j'ai créé l'activité du food truck. Et l'activité se développant, à un moment donné, j'ai voulu aussi compléter l'activité du food truck par une deuxième activité et donc à partir de ce moment-là développer l'idée de la gaufre de Liège. Oufti Kitchen, vous l'avez dit, c'était un food truck au départ, burger, frites, avec une réputation qui n'était plus à faire. Ouais. Pourquoi cette décision de tout arrêter, ou d'arrêter en tout cas cette partie burger frites pour se concentrer que sur les gaufres? C'est un pari un peu osé, un peu fou sur le papier. C'est vrai que l'activité du camion et du food truck, en fait, Oufti Kitchen fonctionnait à plein régime, si ce n'est qu'on a subi en fait le couvre-feu à 18h en janvier 2021 avec la crise sanitaire. Et donc je me suis dit qu'en travaillant uniquement les midis, ça ne serait pas rentable. Donc j'ai préféré mettre le camion à l'arrêt. Donc j'ai commencé à développer la gaufre de Liège en la proposant en vente libre dans les magasins. Ça a fonctionné quand même très rapidement. On a tourné à peu près avec une vingtaine de magasins. À partir de juin 2021, donc les crises sanitaires se sont un peu assouplies et les petits événements ont pu commencer à démarrer. Les événements représentent une grosse partie de votre chiffre d'affaires aujourd'hui. Notre activité principale, ce sont notre concept avec des stands qu'on installe sur différents événements comme des salons, des foires, des festivals. Et pour ça, je parcours, on va dire, le Grand Est. Donc on est quand même très souvent en Alsace sur des gros événements. On fait par exemple la foire au vin à Colmar, on est sur les Eurokéennes à Belfort. Il faut préciser quand même, aller sur un festival, aller sur un salon, ça a un coût aussi pour l'entreprise. Alors, il faut équilibrer quelque part. Oui. Donc exactement, c'est un des points... des points noirs ou des points très difficiles à gérer dans l'équilibre comptable. Des gros événements de 4-5 jours ou 10 jours, mais c'est plusieurs milliers d'euros d'emplacement. Donc c'est toujours une source de stress quand on démarre un événement, c'est de savoir si on va vendre assez de gaufres pour pouvoir, dans un premier temps, rentrer dans nos frais. Au moins déjà équilibré. Mais évidemment aussi gagner de l'argent, puisque c'est quand même le but d'une entreprise. Alors on voit derrière nous la cuisson des gaufres. Oui. Alors ces gaufres, elles sont destinées du coup à qui, à quoi? Pourquoi on les cuit ici? Comment ça se passe? On a quelques clients en fait qui nous achètent des gaufres cuites, donc qui ont été cuites ici à l'atelier et qui vont les proposer à leurs clients dans leur établissement. Voilà, donc ils ont simplement à la réchauffer. Parmi nos clients, il y a des restaurants, il y a des zones d'activité pleines de jeux, etc. Et la pâte n'est plus faite par vous, mais est faite en Belgique. J'ai fait le choix de ne plus fabriquer la pâte nous-mêmes, puisque le volume est quand même conséquent, et de travailler avec un fabricant de pâtes spécialisé en Belgique, qui nous fabrique la pâte pour nous, sous notre emballage, etc. Depuis quelques mois, je commence à vendre nos pâtons à d'autres professionnels en fait, qui veulent proposer des gaufres de Liège. Une idée peut-être de franchise qui pourrait naître? Ça fait partie des différents projets qui sont en préparation ou en tout cas en étude, comme Un air de gaufre est une marque déposée. L'idée en fait c'est de développer un réseau d'adhérents sur une licence de marque. Le secret pour une bonne gaufre de Liège alors c'est lequel? Alors la gaufre de Liège c'est une gaufre quand même à part entière déjà tout se fait au niveau de la pâte, c'est une pâte qui est levée dans laquelle en fait on incruste du sucre perlé. Donc c'est des grosses billes de sucre en fait qui vont fondre à la cuisson de manière à la sucrer à l'intérieur mais aussi la caramiser à l'extérieur. Alors en principe, la gaufre de Liège se mange comme ça, on n'y rajoute rien. Donc c'est voilà. C'est parfois un peu difficile à expliquer, notamment en France où le réflexe c'est de se dire sur une gaufre on va rajouter de la chantilly, du chocolat, on rajoute un peu ce qu'on veut. Il a fallu quand même s'adapter puisqu'on avait quand même énormément de demandes de chocolat. Donc aujourd'hui, notre gaufre de Liège, on la propose au chocolat, mais pas de nappage, donc on ne pose pas de chocolat dessus. On va simplement en fait insérer des barres de chocolat dans la gaufre, à l'intérieur de la gaufre quand elle sort du gaufrier. Bon, je crois que vous avez ouvert l'appétit à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup David pour votre accueil.
On part à la rencontre maintenant de notre dernier invité pour parler automobile. Après 15 ans de compétition, Michael a décidé de transmettre sa passion et ses connaissances. Diplômé, il propose aujourd'hui des stages de pilotage, drift ou encore spécialisés dans la conduite sur neige et glace. Michael, bonjour, merci de nous accueillir. Alors c'est en travaux un petit peu, on comprend. Mais alors avant de devenir moniteur, vous faisiez vous-même de la compétition. Oui, c'est ça. Combien de temps vous en avez fait et comment vous êtes arrivé au sport J'ai fait une automobile? petite quinzaine d'années. Je suis arrivé au sport automobile par hasard, comme ça. Dans ma famille, personne n'est dans le sport automobile, mais mes oncles m'amenaient quand j'étais jeune voir des rallyes. Et puis, voilà, petit à petit, vous avez voilà. pris goût. Est-ce que vous avez décidé finalement de passer en quelque sorte sur le siège passager, puisque vous êtes devenu formateur. Comment vous vous êtes formé justement? Quels sont les diplômes que vous avez aujourd'hui? Alors j'ai 3 BPGEPS que j'ai passé au CMSA à Saint-Dié-des-Vosges. J'ai un BPGEPS en sport auto, en perfectionnement pilotage auto, un BPGEPS en karting, pilotage karting pour les gamins, etc. Et un en neige et glace, quoi. Voilà. D'accord. Des spécialisations, on ne trouve pas ça partout. On ne se forme pas à être pilote partout. J'imagine qu'il y a des écoles ou... Il y a 4-5 écoles en France qui permettent de devenir moniteur de pilotage. Moi, j'ai choisi celle de Saint-Dié-des-Vosges parce que c'était pas loin de chez moi. Voilà, puis j'ai travaillé ensuite là-haut. Au Géoparc, d'accord. Donc aujourd'hui, vous proposez différents stages, différentes formations. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les différentes choses qu'on peut découvrir avec vous. Je suis plutôt basé sur tout ce qui est perte d'adhérence, donc la glisse en l'occurrence, donc tout ce qui est maîtrise de véhicules sportifs ou pas. Voilà, pour les personnes qui veulent apprendre à maîtriser leur voiture sur la route de tous les jours, dans des conditions délicates. Voilà, et plus particulièrement sur piste arrosée. On fait beaucoup d'exercices sur circuit, sur piste arrosée, sur des circuits qui sont principalement sur la région parisienne, dans le nord de la France ou dans le Grand Est. Donc le principe, tout simplement, casse l'adhérence de la piste avec de l'eau. Et ensuite, les pilotes ou les apprentis pilotes essayent de maîtriser leur véhicule dans le virage, etc. Voilà, ça permet en fait de créer des automatismes et de pouvoir... le jour J, sur la route, savoir réagir. Rapidement. Voilà. Quel est le public qui vient vous voir, notamment pour ça? Est-ce que c'est des personnes qui viennent se faire plaisir pour la vitesse? Est-ce qu'on a... C'est un peu tout. Large. Ouais, c'est assez large, ouais. Principalement des gens qui ont des voitures sportives. Après, on le disait en préparant cette interview, il y a également des personnes qui ont peut-être peur, une certaine appréhension, les jeunes qui viennent d'avoir le permis aussi peut-être. Oui. Alors, on fait des stages aussi qui sont post-permis ou pour des personnes qui ont eu des accidents ou qui veulent apprendre à maîtriser. On est dans les Vosges, donc on a de la neige, du verglas, de la pluie, des feuilles, etc. Donc du coup, à l'auto-école, on ne vous apprend pas en fait à maîtriser un véhicule, on vous apprend en fait à circuler sur la route. Moi, ce que je fais, je vous apprends le comportement d'un véhicule, comment réagir dans telle ou telle situation. Vous proposez aussi une partie éco-conduite, sécurité. Donc là, ça va peut-être rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure avec les jeunes qui viennent d'avoir le permis, etc. Mais on s'adresse à une autre cible. Quand on parle d'éco-conduite, on apprend aussi à consommer moins. Par les temps qui courent, c'est peut-être important. Et là aussi, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on découvre alors? Alors, on apprend comment agir sur la route de tous les jours. Après, il faut savoir qu'il y a une partie technique aussi dans l'éco-conduite. Souvent, les gens négligent en fait les pressions de pneus, le filtre à air du véhicule, etc. et ont des conduites plutôt brutales. Donc, sur l'éco-conduite, en fait, on va plutôt apprendre aux gens à gérer cette partie conduite. Voilà. Ensuite, on va faire quelques rappels théoriques. En général, c'est plutôt sur un public de commerciaux ou de gens qui prennent beaucoup la route, même s'il y a de plus en plus de personnes lambda qui s'intéressent à ça. Dû aux augmentations. Forcément, dû aux augmentations des coûts du gasoil, voilà, on essaye de réduire un petit peu, ou en tout cas d'adapter sa conduite pour consommer le moins possible. Et merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis, Michael. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre commune. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.